Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vous reviens avec la suite de mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Il y a quelques temps, j'avais fait une première vidéo où je faisais la première partie de mon top 20, mentionnant numéro 20 ou numéro 11, mes jeux de rôle que j'appréciais le plus. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de conclure, de fermer la boucle avec le numéro 10 au numéro 1. Comme j'avais mentionné également, j'aime beaucoup les tops. J'adore faire des top 10, top 5 de plein de choses. Essayer de mettre dans des cases, mettre en préférence. C'est un exercice que j'apprécie beaucoup et que j'harcèle les gens avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, de devoir choisir des préférences, mais pour ma part, je m'en fous. J'aime ça. J'aime ça. Donc, je voulais, dans le fond, vous présenter ainsi les 10 premiers. C'est sûr que je vous avouerai que présentement, c'est un peu modulaire. Ça se pourrait que dans quelques mois, dash, années, mon numéro 3 sont rendus numéro 2 ou vice-versa. Là, ça a été vraiment difficile pour certains jeux de les placer correctement dans une case. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je pense que je m'en suis sorti pas si pire. Mais tout de même, je crois que vous n'allez pas nécessairement être tant surpris dans cette deuxième partie. Je pense qu'il y a des jeux que vous allez faire. Ben oui, c'est sûr. Alors qu'il y en a d'autres que vous allez peut-être faire. Oh! Hein, je le connais même pas ce jeu-là. Effectivement, dans mon top 10, il y a des jeux que je n'ai jamais parlé sur la chaîne, tout simplement parce que j'en ai pas pris le temps vraiment ou parce que je n'y voyais pas l'intérêt pour l'instant. Néanmoins, ça demeure que pour moi, ce sont des jeux qui sont importants, qui rentrent dans un top 10, que ce soit pour la qualité de leur écriture, que ce soit pour les règles, le design, la mise en page ou la mentalité de l'entreprise derrière, tout simplement. Numéro 10, One Ring de Cubicle 7, sorti en 2011. Ce jeu de rôle-là permet de vous lancer dans la Terre du Milieu. C'est celle qu'on connaît très bien pour les films du Seigneur des Anneaux et bien sûr encore plus pour les romans de Tolkien. Les événements, en fait, le livre en soi, c'est assez particulier parce qu'on ne vous propose pas de jouer dans le cadre du Seigneur des Anneaux, ni même dans le cadre du Hobbit. On vous propose en fait de jouer dans l'entre-deux. Effectivement, les événements qui sont proposés dans le livre, les pistes de scénario, tout ça, sont des moments un peu plus nuancés en termes d'écrit, en termes de ce qu'on sait officiellement concernant la Terre du Milieu, c'est-à-dire des événements qui se sont déroulés entre, bien sûr, les événements du Hobbit et les grandes batailles du Seigneur des Anneaux. Vous allez, ou vous incarnez plutôt des aventuriers très tolkienesques en provenance de différentes origines, que vous soyez un hobbit, un nain, un elfe ou un humain sauvage, ou peut-être même un homme du lac, ou autre, un rôdeur peut-être du Nord. Vous pouvez également jouer différents types d'elfes. C'est un jeu qui, je trouve, autant par son visuel très unique, des illustrations que je n'ai pas réellement vues souvent dans des jeux de rôle, très léchés, très beaux, très nuancés, qui, je trouve, retrouvent cette espèce de douceur-là qu'on donne au Seigneur des Anneaux. Mais également aussi son système qui demeure très unique, une espèce de système de D6 et également avec un D12 qui rend on va dire les actions soit très catastrophiques ou magistrales selon ce que vous lancez. Ça fait partie normalement également des défauts que le jeu a reçus de certaines personnes. J'ai eu beaucoup de réfractaires concernant son système qui rendait un peu le tout inégaux, on va dire ça comme ça. Mais néanmoins, je trouve que c'est une très belle lettre d'amour, dans le fond, à l'œuvre de Tolkien, autant pour la mentalité dans l'ouvrage, c'est-à-dire l'esprit qui est véhiculé. Vous ne jouez pas comme une espèce de sorcier qui pitche des boules de feu à tout vent, là. C'est bien beau si vous avez comme un objet qui a un effet comme particulier. Vous êtes des aventuriers très tournés vers le pratique, tournés vers l'exploration, les voyages. Peut-être que vous êtes un peu plus combattant que d'autres, peut-être que vous cherchez des secrets, mais vous êtes tous, bien sûr, une partie à l'intérieur de vous qui est un peu plus corruptible et qui pourrait attirer l'œil du mauvais sur vous, tout dépendant des actions que vous posez. Et pourquoi est-ce que je voulais, dans le fond, rentrer ce livre-là dans mon top 10, dans ce que j'appelle le top 10 qui est comme, on va dire, le plus magistral en soi, le célèbre top 10. Mais bien, pourquoi est-ce qu'il mérite sa place étant le numéro 10? Tout simplement parce que les scénarios qui sont écrits, officiels pour le jeu, sont incroyables.
La campagne, il y a une campagne officielle qui est sortie. Je fais une vidéo là-dessus, puis j'oublie le nom tellement que je trouve ça incroyable. Mais en général, tous les scénarios, excepté peut-être celui du livre de base que je trouve bien moyen, ont vraiment ce don de refléter l'ambiance qui est véhiculée dans l'œuvre de Tolkien. On n'est pas là pour aller cleaner un fond de donjon bourré de gobelins puis ramasser des trésors, même si ça peut arriver. Tout est vraiment mis de l'avant sur les relations entre les différentes peuplades qui habitent la Terre du Milieu, et bien sûr aussi l'aventure, avec un grand A. Parce qu'il y a une on va dire une grande précision qui est mise, un grand détail qui est mis sur le simple fait de voyager, comme quoi l'aventure et le voyage en soi, ce n'est pas seulement l'objectif qu'on va atteindre, il peut se passer plein de choses, et il y a plein de manières on va dire, de se donner la chance de passer au travers des épreuves sans nécessairement avoir recours à de la magie ou à des capacités de classe. Tout est un peu plus nuancé. C'est des chants, des légendes qu'on raconte sur le bord d'un feu qui vont vous rendre un peu plus confiant par rapport à ce que vous voulez, la cuisine que vous allez faire parce que vous êtes un hobbit puis vous savez bien cuisiner certains aliments, puis ça redonne une certaine envie à vos compatriotes et à vos collègues de continuer l'aventure. Bref, c'est un jeu qui est tout en nuances, qui est tout en beauté et que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, le jeu dans le fond, la licence a été transférée maintenant à la Free League. Je dis malheureusement, mais en même temps, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils se lancent dans une deuxième édition qui devrait arriver très prochainement au moment où est-ce que cette vidéo-là va sortir. Peut-être même que je vais l'avoir reçue, je sais pas. C'est en route présentement. J'ai reçu une notification à ce propos. J'ai pas encore tout lu, ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont peut-être changé le système, ils ont peut-être changé certaines choses, mais tout de même, je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer et les changements qui vont y être apportés. C'était mon numéro 10. Numéro 9. Numéro 9, un jeu d'une compagnie qui n'existe plus. Les Éditions Sans Détour. Une compagnie que je n'ai pas nécessairement plus grand amour actuellement, vu les circonstances de tout ce qui s'entoure. Mais je ne peux pas nier la qualité des ouvrages qui en sont ressortis. Certaines gammes, on s'entend, il y en a que ça m'a complètement passé par-dessus la tête. Et mon numéro 9 est, puis là les gens vont dire l'appel de Cthulhu, parce qu'elles sont super connues pour ça. Mais non, c'est La Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique est sortie en 2010 chez les Éditions Sans Détour. C'est l'adaptation en jeu de rôle de la BD éponyme qui porte le même nom, c'est-à-dire La Brigade Chimérique. C'est une espèce d'uchronie bien particulière qui se déroule dans l'entre-deux-guerres. En Europe où, dans le fond, il y a des événements qui ont causé l'apparition de personnages avec des capacités, on va dire, extraordinaires. Des super-héros, en bref, mais dans une ambiance vraiment très 1920-1930, année folle en Europe, avec un mélange de steampunk qui n'est pas vraiment steampunk parce que c'est pas du steam, c'est pas de la vapeur, mais plutôt l'utilisation d'un nouveau élément dans le tableau périodique qui a été découvert et qui fait en sorte que maintenant on peut créer des machines incroyables, des endroits volants, tout ça. Ça me fait beaucoup penser à BioShock, en gros. J'avouerai la série de jeux vidéo. Là, j'ai vu beaucoup d'éléments qui m'ont rappelé la Brigade Chimérique. La bande dessinée aussi, elle est super. C'est vraiment une très très bonne bande dessinée. Mais ce que j'apprécie beaucoup de ce jeu, outre son contexte bien particulier, parce qu'on s'entend que c'est super-héros, uchronie, année folle, avec une grosse ambiance pulp, c'est ça le but. Eh bien, le système de jeu aussi, je le trouve super efficace, très simple, et qui permet une belle personnalisation du super-héros que vous voulez créer, de son origine à ses capacités extraordinaires. Est-ce qu'elles sont naturelles? Est-ce qu'elles sont magiques? Est-ce qu'elles proviennent d'un équipement que la personne porte? Est-ce qu'elles proviennent de sa naissance? Est-ce que c'est un être qui provient d'une autre planète et autre chose? Il y a toutes les possibilités qui peuvent se jouer. Et de ce fait, ce que je trouve vraiment cool de ça, c'est que toute la mise en contexte s'est inspirée par la littérature de l'époque. Dans le livre, dans la bande dessinée, comme dans le jeu, il est dit que les auteurs, on parle de Jules Verne ou même George Orwell, H.G. Wells plutôt, eh bien, ce ne sont pas des auteurs de fiction, mais même plutôt comme des journalistes
qui ne font que remettre de l'ordre et qui mettent sur papier les véritables événements qui se déroulent tout autour du globe. Fait que c'est super flyé, c'est très pulp de ces années-là, années 20, où genre vous pouvez visiter la planète Mars et revenir par après, puis après ça devenir tout petit, puis aller visiter comme le centre de la Terre, puis combattre des proto-nazis qui grimpent des dinosaures tout en essayant de vaincre une espèce de super méchant qui a des capacités mentales extraordinaires. Bref, il y a plein de possibilités à faire avec ce jeu-là. Et c'est ce que je trouve vraiment, 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 vraiment plaisant. C'est toute la mise en contexte. Et genre la Ligue des Gentlemen Extraordinaires à la sauce française. Là. Parce que oui, c'est un jeu français. C'est le premier, je crois, dans la liste que je mentionne. Qui est super bien écrit, super clair. C'est sûr qu'il y a le contexte de l'univers qui est mis de l'avant. C'est-à-dire l'univers de la Brigade Chimérique. Mais il n'y a rien qui vous force à l'utiliser si genre ça vous intéresse pas. Ça, mettons, vous vous dites, ça me tente pas que genre monsieur, comment il s'appelle, monsieur Mabuse, c'est une espèce de super vilain là, qui est un peu l'équivalent de Adolf Hitler. Monsieur Mabuse, il aille sa cité volante, ça me tente pas, ben c'est pas plus grave que ça. Au final, vous n'êtes pas obligé de suivre telle que telle l'ambiance qui est donnée par, on va dire, l'histoire de la bande dessinée qui est transposée dans le jeu de rôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire autre chose. Je vous le conseille fortement. Pour ma part, les parties que j'ai faites, je m'éloignais de la base et j'avais bien du plaisir. C'est un système D6, super simple, très très intuitif, facile à prendre en place. Où est-ce que vous lancez un pool de dés, plus votre capacité est forte, plus le pool de dés est gros et fort, et vous devez atteindre dans le fond un niveau de difficulté particulier pour pouvoir réussir l'action que vous souhaitez entreprendre. Donc, Brigade Chimérique, super jeu, que je suis très content de posséder physiquement. C'est pas un jeu qui est nécessairement facile à trouver maintenant vu le décès de la compagnie derrière. Je sais pas s'il va y avoir comme une nouvelle édition qui va sortir en année, je sais pas si les gens... Je sais qu'il y a la BD, il va comme avoir une espèce de suite... qui va sortir. Peut-être que ça va faire renaître en soi on va dire la licence aussi de jeu de rôle. On verra bien, mais pour l'instant, numéro 9, la Brigade Chimérique. Numéro 8, un autre jeu que je n'ai pas encore physiquement, mais qui devrait arriver aussi très prochainement. Un jeu que j'ai abordé souvent sur la chaîne, et il s'agit de Root de Magpie Game, qui est sorti en fait officiellement en 2021 pour ce qui est des PDF officiels. Dans le fond, physiquement, il devrait tangible l'avoir dans nos mains. Ça va être en 2022, c'est sûr. Même que ça devrait être très dans les prochaines semaines au moment où cette vidéo-là va sortir. Et Root, qui est aussi le dernier PBTA de la liste à faire son apparition. Il n'y en aura pas d'autres, malheureusement. Peut-être que ça vous fait de la peine, peut-être que vous vous en foutez, mais c'est le dernier Powered by the Apocalypse qui est présenté dans le fond dans mon top 10. Root, j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé amplement, je l'ai animé, j'ai fait des vidéos, des espèces d'aventures 1 à 1, j'ai fait une mini-campagne sur la plateforme de EtuGame, j'ai fait une critique aussi, j'ai plus joué aux jeux de rôle que joué aux jeux de société, et ça en demeure que j'adore la mise en contexte de ce jeu-là. C'est mon bonbon médiéval pas fantastique, parce qu'il n'y a pas vraiment de magie en soi, mais tout le monde joue des animaux anthropomorphiques, mais c'est comme pas vraiment important. Ça nous permet juste de nous différencier entre nous, de savoir c'est qui les ennemis et tout, mais au final, ça demeure que c'est du gros combat militaire médiéval à la sauce narrative du Powered by the Apocalypse, mais qui rajoute beaucoup d'éléments de combat, de gestion d'armée, de gestion d'alliés, de possibilités justement militaires, de prise de contrôle de territoire. Il y a même des manières de faire fusionner vos games de jeux de société avec le jeu de rôle afin de créer, si on veut, afin que vos parties de jeux de société influencent les parties de jeux de rôle et vice-versa. Il y a une manière de procéder à ça. Je ne l'ai pas essayé encore. Pour de vrai, j'ai comme pas le temps, on s'entend. Mais le jeu de rôle demeure pour moi une réussite totale, autant de son visuel qui est adorable, que ses mécaniques qui sont relativement simples, mais très complètes, qui est une coche un peu plus crunchy que le PBTA moyen, mais justement, ça me plaît énormément pour ça. Fait que Root, c'est un gros bonbon pour moi, c'est juste une valeur sûre, et j'adore jouer juste ce jeu-là et en parler quotidiennement. Là. Donc, Root, mon numéro 8. Numéro 7, un jeu... un vieux jeu, mais en même temps un jeu neuf, ça rentre dans les catégories de pourquoi est-ce que plusieurs raisons viennent expliquer la présence de certains jeux. Ce n'est pas seulement comme la mécanique en soi, c'est pas nécessairement le système. Et je parle de Old School Essential Classic Fantasy de Necrotic Gnome.
Un jeu qui, dans le fond, comment dire? C'est un jeu qui se base, comme j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, c'est vraiment une tradition basique D&D 1980, Fantasy Adventure Game Rule. Là. C'est vraiment comme le vieux système des années 80, le BX comme on l'appelle, mais, et c'est pourquoi est-ce que ce livre-là, dans le fond, devient pour moi incontournable et il se trouve au numéro 7, parce que la mise en page, le design et comment est-ce que ce jeu-là a été fait, construit, et même les intentions derrière, est pour moi absolument louable. Dans le sens que vous pouvez vous dire « Hey, j'ai pas besoin de ce jeu-là, j'ai le Rules Cyclopedia, puis je vais faire jouer le jeu à des gens et tout ça. » Mais pour de vrai, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les vieilles éditions, le BX et tout ça, vraiment des années 80, et que vous leur montrez ça, là, c'est pas super vendeur. Autant j'apprécie beaucoup le vieil, les vieilles, comment je pourrais dire, les vieilles illustrations, les techniques de dessin à l'époque et même on va dire quasiment la couleur de papier plus jaunie. C'est pas, je ne trouve pas que c'est facile d'introduire des gens à ce style de jeu-là en utilisant ces vieux bouquins-là si on n'est pas pour les tenir par la main tout le long de l'aventure et de leur expliquer pas par pas les choses à faire. Si j'aurais le goût de faire explorer le style OSR à quelqu'un et qui ne connaît pas du tout ça, mais qui est familier au jeu de rôle, je vais pas lui mettre le Rules Cyclopedia dans les mains, je vais pas lui mettre le BX dans les mains, je vais lui mettre Old School Essential dans les mains. Parce que ce jeu-là a une construction intérieure absolument, on va dire clean cut, là. C'est clair, c'est bien décrit, c'est bien écrit, c'est bien visualisé, c'est bien expliqué. Tout rend l'expérience absolument facile et on se rend compte qu'au final, cette espèce de montagne-là qui semblait inaccessible revient vraiment facile d'approche et ouvre la porte à des gens qui n'étaient pas peut-être préalablement intéressés à ce old school-là, mais maintenant, ils peuvent l'être et ils peuvent plus facilement, on va dire, comprendre les rouages de tout ce que ça implique en lisant Old School Essential OSE, qui, pour moi, est la référence Dungeon Crawl OSR. Peu importe le jeu, il y en a plein que j'apprécie, que ce soit Rogueland, que ce soit... on dirait que je veux en nommer comme 36, mais au final, je vais juste nommer Rogueland. Là. Mais que ce soit Rogueland, Knave, Maze Rats, etc., Old School Essential est pour moi le jeu à prendre si on veut faire du dungeon crawl et explorer les souterrains, combattre des monstres, ramener des trésors, puis finir comme la partie, la soirée au front parce qu'on s'est dit ouf, c'était pas facile. Donc, pour vrai, il mérite sa place comme étant mon numéro 7 OSE, qui d'ailleurs vient de sortir en français, qui est maintenant traduit en français pour les gens qui sont intéressés. Je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil si jamais vous n'étiez pas familier avec la langue de Shakespeare. Numéro 6. Un autre jeu français, un jeu qui, je pense que c'est mon plus obscur en territoire québécois, mais très très connu en France parce que l'auteur est immense et on va dire est un monument de la figure francophone du jeu de rôle. Je parle de Oltré du Grumpf. Oltré qui est sorti en 2013 si je ne m'abuse, a vraiment été pour moi une porte d'entrée dans un style de jeu que j'avais jamais exploré auparavant. J'en ai également parlé sur la chaîne. C'est un jeu de rôle vraiment quand même à grosse tendance OSR qui veut vraiment mettre de l'avant l'aléatoire dans les découvertes, dans le X-Crawl. Ce jeu-là a des outils incroyables pour de l'exploration des territoires. Et on va dire sa prémisse est vraiment alléchante. Là. C'est une espèce de setting un peu antiquité où vous incarnez, les joueurs incarnent des patrouilleurs, des gens qui proviennent d'un empire qui est tombé et qu'ils vont en fait se déplacer à la limite de l'empire afin de régler les problèmes du quotidien. Et là, il y a vraiment comme la map avec le X-Crawl, les hexagones où vous vous déplacez, vous explorez les différentes choses. Et il y a des cartes. Et c'est ça qui est vraiment cool. Oltré, il y a des cartes que vous pigez.
pour, dans le fond, savoir qu'est-ce qu'il en retourne, c'est quoi les découvertes que vous faites, c'est quoi les explorations que vous mettez de l'avant. Et ainsi, il y a aussi une gestion d'équipement, gestion de nourriture. Et l'expansion qui est sortie, qui est le compagnon, que je me suis procuré également, qui met aussi de l'avant le côté gestion on va dire de phare. Là, vous pouvez avoir votre bâtiment, votre propre fortification des patrouilleurs, où vous devez comme construire votre bibliothèque, votre jardin, gérer vos affaires. C'est un jeu qui est vraiment complet et qui offre une expérience de gestion, d'exploration et de découverte absolument unique. C'est, sans nécessairement dire que c'est révolutionnaire, okay? Sans nécessairement dire que c'est révolutionnaire, c'est à la fine pointe de ce que ça veut offrir. Et pour moi, ça a été une super belle découverte parce que c'est dans les premiers jeux OSR sur lesquels je me suis penché qui avaient comme une tendance à me dire « Oh boy, ok, ça va être rough. » Puis c'est très limité concernant, on va dire, les spécifications des compétences. Il y a certaines règles qui sont juste pas là, puis au final, ça demeure que c'est une discussion entre le DM et le joueur. La fameuse question du oui, mais non, ou est-ce qu'on le sait pas, fait qu'on lance un D8, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Puis au final, le DM le sait pas plus que le joueur. Il y a une découverte mutuelle qui se fait à mesure que le jeu avance. Je n'ai que d'amour pour ce jeu-là, et j'ai eu comme une de mes meilleures campagnes à vie en tant que DM. Ça a été du Holtré. Que j'ai runné, j'en garde vraiment des souvenirs inoubliables. Vraiment une très belle expérience. Il devrait y avoir une deuxième édition éventuellement. Je sais qu'il y a un jeu de société qui est sorti avec un tout nouveau visuel, super beau. Je ne l'ai pas joué, mais je serais curieux de voir cette deuxième édition lorsqu'elle va arriver. Numéro 5, là on rentre dans l'espèce de le top 5. On dirait que c'est comme 3 niveaux. Il y a comme 4 niveaux. Il y a top 20, top 10, top 5, top 3. Là c'est le top 5. Numéro 5, un autre jeu français. Moi, je considère que c'est un jeu français, même si officiellement c'est comme une gamme anglaise, parce qu'elle est unique dans son approche, elle est unique dans son écriture. Elle provient encore une fois des éditions Sans Détour. Et oui, cette fois-ci, il s'agit de L'Appel de Cthulhu, 6e édition, des éditions Sans Détour. C'est le premier jeu hors D&D que j'ai joué de ma vie. Et je n'en suis jamais revenu encore. Je connaissais pas encore Lovecraft, c'est drôle. J'ai comme lu j'ai exploré le mythe via le jeu de rôle avant de l'explorer via les romans. C'est par après que je suis allé lire les différentes nouvelles ou romans de l'auteur. Et la 6e édition a été pour moi une révélation côté scénario aussi. Côté information, côté richesse, côté historique. Et là, c'est un aspect que j'ai énormément apprécié. Ça a été ma première expérimentation hors D&D où est-ce que je me plongeais dans un contexte historique et que je m'y intéressais et que j'avais le goût de lire plus sur cette situation-là à telle année, dans tel secteur du monde, pour ensuite faire vivre une expérience dans cet endroit-là. Et c'est ça que je trouve vraiment... Je suis vraiment un grand fan d'histoire. J'ai essayé d'étudier là-dedans, j'étais poche comme un melon, là, mais j'ai un grand fan d'histoire. J'apprécie beaucoup l'anthropologie, des choses comme ça. Et l'Appel de Cthulhu a cette beauté de pouvoir nous offrir d'explorer des contextes historiques à la sauce horrifique. Et là, étant un grand fan d'horreur aussi, pour moi, c'est comme le meilleur mélange que je peux vivre. C'est d'animer une aventure qui va foutre la chienne à des gens, située dans un contexte historique précis, intéressant ou très méconnu, qu'on ne connaît pas personne autour de la table. Pour moi, c'était du jamais vu. Encore aujourd'hui, je suis capable de m'en raide là-dessus. J'ai encore tous mes livres de la 6e édition que je garde précieusement comme le Saint Graal parce que autant, encore une fois, on peut critiquer les éditions Sans Détour, autant on peut leur reprocher énormément de choses. Autant la qualité d'écriture, les scénarios, les détails qui ont été mis concernant justement les événements qui sont en place dans le contexte historique, le cadre de jeu qui est proposé, que ce soit Innsmouth, Dunwich, Arkham, Boston, New York, Marrakech, il y en a plein, le Kenya même. C'est des bijoux, c'est des mines d'informations sur le moment où se déroule la partie. Et c'est une richesse incommensurable, je trouve, tout simplement. C'est rien de moins. En plus de justement nous proposer des scénarios qui sont top-notch. Concernant le basic role-playing game, m'en fous.
C'est pas un système que j'adore tant que ça. J'ai tourné ma page à ce niveau-là, mais tout ce qui entoure le reste de la qualité de ces ouvrages-là, je peux pas le nier. Et pour moi, ça demeure encore aujourd'hui un incontournable. Numéro 5. Numéro 4. Eh bien, numéro 4, j'ai triché. Oui, oui. J'ai triché, je suis vraiment un salaud. Je n'ai pas pris un seul jeu, mais plutôt, on va dire, un squelette de jeu qui se retrouve sous plusieurs sauces, mais qui au final me permet la même richesse de jeu. Je vais vous expliquer un peu. Il s'agit de... mais pas de Black Hack, ça, parce que ça, c'est la boîte de Black Hack. Il s'agit plutôt des hacks de Black Hack. Parce que Black Hack est un jeu de rôle médiéval fantastique, très OSR aussi, qui, au final, me laisse bien de froid parce que, eh bien, je peux jouer du OSR avec beaucoup d'autres jeux que je vais préférer, que ce soit OSE ou autre. Mais par contre, Black Hack, ce qui est cool, c'est que son système est très, très, très clé en main, super facile à apprendre, et il nous permet, en fait, de le transporter dans d'autres contextes de jeu qui vont être moins OSR, mais qui vont être, et moins médiéval fantastique, mais qui vont tout de même offrir un système simple, efficace, rapide. C'est un système, c'est un cœur de jeu, là. Le cœur de ce système-là, je l'adore. Et juste pour démontrer justement un peu les quelques ouvrages que je trouve qui sont de mention dans le grand hack de Black Hack, et bien sûr Cthulhu Hack, que j'en ai parlé souvent sur la chaîne, qui est maintenant mon système tout de go lorsque je veux animer une partie de l'appel de Cthulhu. Il y a de Mecha Hack, où est-ce que dans le fond c'est des aventures de gros mech-warriors qui se tapent sur la gueule, qu'on a joué sur la chaîne de Joel DM. Il y a Super Hack pour jouer des super-héros. Et un dernier que j'ai eu récemment que j'aime beaucoup, c'est Instinction, dans le fond, de Kobayashi, qui est un jeu de rôle un peu à la Alien, en quelque sorte, mais justement en utilisant le système Black Hack, qui est, selon moi, mon système... Je pense que c'est comme dans mes systèmes préférés. Plus que d'autres jeux qui se trouvent plus bas dans ma liste, c'est un système de jeu que je trouve qui est tellement rapide, facile à prendre en main. Et le concept du Utility Die est, pour moi, on va dire maintenant, quelque chose de tellement par défaut. Là. Je trouve que c'est brillant comme utilisation de la destruction d'un objet à mesure qu'on l'utilise et qu'il perd de son intérêt sans nécessairement se fendre la tête avec l'utilisation, la réparation, puis le nombre de balles qu'on a, notre santé mentale et tout ça. Bref, Utility Die, ce concept-là dans le Black Hack, c'est genre... c'est du bonbon. C'est du bonbon. On y va maintenant avec mon numéro 3, parce que là, il faut bien finir à mener. Numéro 3, et là, on rentre dans le top 3. C'est comme une espèce de partie où ça devient comme un peu plus stressant, tendu. Là. Imaginez-vous comme une toune un peu plus tendue. Numéro 3, c'est 3 jeux que j'ai parlé sur la chaîne. Au final, là, vous savez un peu, vous me connaissez. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'ordre. En 3e position, nous avons Troika. Troika de Melsonian Art Council, sorti en 2018. Et qui, tranquillement pas vite, fait ses petits ici et là. C'est un jeu de rôle que j'ai amplement parlé sur la chaîne aussi, que j'ai fait des vidéos mises à jour, que j'ai fait un one-shot. C'est un jeu de rôle, c'est mon Planescape sur l'acide. C'est une lettre d'amour au jeu de rôle british des années 80 qui utilise le système du Advanced Fighting Fantasy des livres dont vous êtes les héros. C'est les possibilités dans une bouteille. C'est l'imaginaire, c'est la création à l'état pur. C'est faites ce que vous voulez et soyez fous, soyez le fun, soyez simple. Parce que le système est super simple, sans pour autant être simpliste. Le fait de pouvoir avoir des compétences qui sont excessivement spécifiques au personnage et que les joueurs doivent se casser la tête afin de pouvoir expliquer pourquoi est-ce que leur compétence en danse lascive leur permet d'éviter les balles de l'ennemi. Pour moi, c'est une manière incroyablement riche de faire du roleplay. Et bien sûr, tout le contexte des bulles, des sphères, des univers de Troika, la ville, l'exploration à travers les barques, tout ça, c'est pour moi un incontournable qui fait en sorte que ce jeu-là se trouve facilement dans mon top 3. Et là, je le mentionne tout de suite, je l'aurais dû mentionner plus tôt. La richesse de mes 3 jeux préférés, qui sont dans mon top 3, ils ont tous au moins un point en commun, qui est que la communauté peut créer, dans le fond, des documents, commercialiser leur propre scénario, livre ou autre. C'est 3 jeux qui sont, en quelque sorte, qui ont une licence créative qui est ouverte, bien que le deuxième, que je présente dès maintenant, a certaines conditions à respecter. Il s'agit de
Mothership, sci-fi or RPG. Mothership qui est... s'il n'était pas là, s'il n'était pas existant, si ce jeu-là n'existait pas, je pense que Alien serait beaucoup plus... parce qu'il était dans mon top 20, Alien, dans mon top 20, il serait beaucoup plus près du top 1, je crois. Mais Mothership étant présent, eh bien, il perd sa place parce que Mothership est tout ce que je veux et tout ce que je désire d'un jeu de rôle. C'est-à-dire une thématique horrifique, déjà de 1. De 2, une science-fiction un peu plus rétro-futuriste, art science, à la Alien, à la Blade Runner, à la voyons, je cherche le film avec Kurt Russell, où est-ce qu'il se bat dans l'espace, j'ai oublié le nom, à la Outpost, et toutes des choses comme ça. Ce n'est pas c'est pas du space opéra, on est beaucoup plus proche la limite de la art science fiction, même si c'est pas vraiment expliqué, on s'entend. Ça déjà, l'horreur, la science-fiction, son système n'est pas parfait. Et ça, je voulais le mentionner. Mothership a un système qui est bien grinçant à quelques reprises, surtout au niveau du combat, où ça devient inutilement long. Je pense qu'il y aurait eu des choses à faire à ce niveau-là. Par contre, puisque l'officielle première édition, parce qu'il s'agit en fait d'une bêta maintenant qu'on en parle, l'officielle première édition a été financée, a été kickstartée, ça a été monstrueux, là, plus qu'1 million a été ramassé pour ça. Et le jeu va sortir cet automne, même proche hiver 2022. Reste à voir si les modifications au système vont avoir été dominantes et vont avoir été importantes et si ça leur a rendu le tout un peu plus fluide. Mais ce qui fait en sorte que ce jeu-là, outre ses thématiques, outre sa mise en place, sa prémisse, et tout de même une certaine simplicité côté système malgré le combat, pourquoi est-ce qu'il mérite sa place à la deuxième place? Eh bien, c'est parce que c'est vraiment je dirais, la profusion de qualité en provenance de la communauté. Les gens... la fanbase de Mothership est quand même assez folle. Il y a des gens de talent qui se jouent, qui vont produire du stock incroyable, autant visuel que du côté du scénario. Il y a tous les suppléments de Mothership ont tout un petit quelque chose artistiquement parlant qui va rendre ça unique. Chaque supplément a une approche, un côté visuel qui est vraiment bien à lui et c'est ce que je trouve vraiment beau. Au final, mettons que vous me prenez 15 livres de D&D 5 qui proviennent de tierces parties et vous me les mettez un à côté de l'autre, là. Ça se peut qu'à un moment donné, je fasse comme... Hey, ça finit par se ressembler. Hein. Tu sais, une espèce d'image de dragon avec un œil qui saute, puis genre, il y a du feu, puis il y a peut-être genre un typhlin, parce que c'est bien à la mode ces temps-ci, qui se promène avec un coffre rempli d'or. Au final, je vais avoir des ressemblances pour ce qui est de l'art, pour ce qui est des thématiques mises en place. Mais Mothership, tout en gardant l'espèce de cœur central qui est celui de l'horreur, de science-fiction, va aller explorer des choses complètement variées. Et pour moi, c'est super stimulant créativement parlant. J'ai plein d'idées à chaque fois que je passe en Mothership. À chaque fois que je lis un scénario de Mothership, je suis tout le temps comme « Oh mon Dieu, c'est tellement bon! Ah, faut que je joue ça. » J'ai joué sur la chaîne d'Inoplex. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je viens de spoiler en fait l'aventure juste en nommant le nom. Et c'était complètement fou. Et c'est ce qui est beau de ce jeu-là, c'est que tout ce qui est produit aussi par l'équipe officielle, Tuesday Night Games, que par la communauté, rend ce jeu-là d'une richesse infinie, tout simplement. Donc, hey, Mothership numéro 2. Hey, mon Dieu, cette vidéo est longue, excusez-moi, c'est pas de bon sens. Et finalement, numéro 1, vous le savez c'est lequel. Si vous êtes sur la chaîne de tant soit peu depuis quelques temps, vous le savez c'est quoi. Et je ne vais pas en parler pendant comme des heures et des heures et des heures. Il s'agit de Dungeon Crawl classique, DCC, de Goodman Games, sorti en 2011. Ce jeu-là commence déjà à avoir un petit peu d'âge, mais le gagne de plus en plus en popularité sans cesse. Pourquoi est-ce que DCC est pour moi le numéro 1 de ma liste? Plusieurs raisons. La première étant, encore une fois, la même chose, la communauté, les gens qui participent à la création de produits de DCC, l'échange entre les différents membres de la communauté, c'est super, c'est non toxique, c'est vraiment respectueux. Il y a des acteurs majeurs qui viennent offrir des produits qui sont de qualité numéro 1. Ça, déjà, ça fait partie déjà des éléments. Autre chose, un système qui demeure réconfortant, qui me met, on va dire,
qui me met dans des pantoufles. Je me sens pas comme sorti de ma zone de confort en jouant à DCC, sauf qu'il va tout le temps se passer quelque chose dans ce jeu-là, côté ses originalités, qu'on parle du funnel, qu'on parle de la magie, qu'on parle des scénarios officiels. Il va tout le temps avoir un petit élément qui va me faire en sorte que ça va me surprendre, me charmer, et peut-être même aussi me faire dire « tabarnouche que c'est bon ». Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je dis souvent dans mes vidéos que je suis vraiment tanné du médiéval fantastique, et c'est vrai, je suis quand même vraiment écœuré du médiéval fantastique à de nombreux égards, sauf qu'à chaque fois que je joue à DCC, ça me fait revenir au médiéval fantastique. Ce jeu-là a le don de me faire retourner dans mes racines de fun, de plaisir, où je me casse pas la tête, on est une gang d'amis en rond, on s'amuse, nos personnages meurent, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe ces temps-ci dans les différentes communautés des grands jeux de rôle de ce monde, c'est que la communauté devient très très grosse et très très, on va dire, en multiplicité côté les gens qui s'y retrouvent. Et j'ai l'impression que, surtout, je vais en parler encore des ND5, j'ai l'impression parfois qu'il y a, on dirait que c'est plus facilement tendu, c'est plus facilement... les inégalités entre la création de personnages devient plus mis de l'avant. Les personnes, on dirait que ça les dérange un peu plus, le fait que ça soit une certaine difficulté ou des choses comme ça. Moi, j'ai aucun problème concernant la prise de décision de Wizards of the Coast sur l'évolution de Donjons Dragons 5e édition, sur la personnalisation des personnages, sur, on va dire, les possibilités de faire interchanger les différents traits, l'enlèvement des alignements. Pour vrai, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas quelque chose qui me dérange aucunement. Au final, c'est leur décision. Il y a des choses que j'apprécie, il y a des choses que j'apprécie un peu moins, ça dépend bien sûr de la situation. Mais DCC a ce don-là de me faire revenir dans ces pantoufles-là de mes premières parties de jeux de rôle, à une époque où est-ce que je me cassais pas la tête, à une époque où est-ce que je ne vivais pas toutes les problématiques d'un adulte normalement constitué, tout en m'offrant des nouvelles possibilités que j'avais jamais vécues dans un jeu de rôle, tout simplement. Et c'est ce qui fait pour moi, selon moi, la richesse de ce jeu-là. C'est ce mix-là parfait entre nouveauté et confort. Et que dire des scénarios? Il y a un côté qui est tellement... Les scénarios officiels, il y a un côté qui est tellement, on va dire... hors de ce monde-là. C'est surréaliste, c'est gonzo, un peu foufou. C'est pas mon OSR classique. Je vais pas prendre ce jeu-là pour faire du Dungeon Crawl classique, je vais prendre OSE. Mais si je veux une aventure qui va être une ambiance OSR, mais qui va tout le temps me faire dire « Ouais, on tabarnouche, je t'ai bien flyé », ben, je vais prendre des CC, tout simplement. Ça demeure pour moi mon numéro 1 dans mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Hey! Ça suffit, là, ça fait tabarnouche, cette vidéo-là, elle est beaucoup trop longue. Je viens de voir le moment que je viens de passer à vous parler de la merde. Merci pour les commentaires, merci pour les partages. J'espère que vous avez quand même apprécié ça, de voir ce petit top 20-là qui, pour moi, demeure, comme je l'ai dit, très fluctuant. Je serais curieux de savoir, vous, mettons que vous me faisiez votre top 5 en commentaire. J'aimerais ça voir un peu ça ressemble à quoi. Peut-être qu'on a des choses en commun, peut-être qu'on a des choses absolument différentes, peut-être que vous détestez mes 3 premiers numéros, bref, je serais curieux de vous lire. Fait qu'écrivez-moi en dessous, c'est assurément, je passe à travers tous les commentaires, je lis absolument tout. Tout. Autant les insultes que les gentillesses, je lis tout. Fait que sur ce, on se dit, messieurs, dames, à la prochaine.